où la jeune femme me disait, écoute, tu sais, il ne m'a pas téléphoné depuis un mois. Et puis là, paf, j'ai reçu un coup de fil et il m'annonce qu'il m'a même trompé. Mais je lui pardonne. Je lui pardonne parce que de toute façon, il va revenir. Alors qu'est-ce qui fait qu'on peut pardonner alors qu'en règle générale, dans un couple sain, lorsqu'il y a tromperie, on ne se pardonne pas. On ne se pardonne pas, ou alors il y a vraiment beaucoup d'histoires et ensuite il faut un long travail pour arriver à se refaire confiance. Qu'est-ce qui fait que là, elle lui pardonne d'un coup et que de toute façon, elle passera tout ce qu'il fera. Ouais. Ça, c'est sûrement que, encore une fois, elle est complètement sur son emprise. Mais ce qu'il y a dans ce que tu me racontes qui m'étonne un peu, c'est qu'on dirait qu'elle ne. C'est toujours le même cas. C'est-à-dire, est-ce qu'elle souffre quand même qu'il ait trompé? Elle a pleuré, elle a. Ah, mais elle souffre énormément de cette tromperie. Elle souffre. Mais elle est prête à tout pour qu'il revienne. Mais elle est prête à tout pour qu'il revienne, parce que déjà, il brille par son absence. Et en plus, elle attend ce fameux retour, ce comeback. C'est qu'elle est complètement dépendante. Donc elle est prête à tout. Juste reviens. Tu vois, encore une fois, je vais faire le parallèle, mais avec la drogue, tu sais qu'elle te fait du mal. Pourquoi tu continues quelque part? Tu sais, les gens qui... Mais pourquoi il continue? Ça lui fait du mal, ça le bouffe. Oui, mais il s'est habitué, c'est une dépendance. Il en a besoin de planer. Maintenant, c'est devenu une habitude de vie, ça fait partie intégrante de sa vie. Donc, il n'y arrive plus. Tu comprends? Donc, il faut repuiser des forces à l'intérieur de lui et c'est un travail. Et le problème, c'est que souvent, elles ont des enfants. Et alors, c'est leurs enfants, c'est des enfants en commun. Les enfants en pâtissent. Qu'est-ce qu'elles doivent faire à ce moment-là? Parce que les gosses ont quand même besoin de leur maman. Et alors, ils ont l'absence de leur père, qui est un pervers narcissique et qui est parti X temps. Ils ont leur mère, non plus que leur mère avec eux, et elle doit gérer, mais elle ne gère plus. Elle ne gère plus. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux donner les enfants pendant un moment à la grand-mère ou à quelque part, le temps de gérer la chose, ou bien il faut quand même, malgré tout, parce que ça arrive qu'on est seul aussi, et donc quand on se trouve seul, il faut quand même affronter qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants, parce que les enfants, les pauvres, n'ont rien demandé. Bien sûr. Et voilà, la situation est très très compliquée. Alors les enfants dans l'histoire, on sait que c'est une règle, au maximum on doit les protéger, parce que les enfants, les parents, c'est leur sécurité, c'est leur monde, c'est là-dessus qu'ils se construisent. Donc quand le père déjà n'est pas là, et que la mère est déjà fragile, effectivement, si on a la chance d'avoir une grand-mère qu'ils adorent et qui peut leur donner l'affection à ce moment-là dont ils ont besoin, ça peut laisser le temps à la maman de respirer, mais pas prendre ce temps pour aller pleurer parce que ça ne servira à rien, ça va que l'enfoncer. D'un côté, parfois, les enfants, ça aide les mamans à sortir de leur déprime parce qu'en fait, elles rentrent dans une déprime. Là, au moins, ça permet de s'évader. Mais c'est vrai que les charges, la responsabilité que ça demande est trop pesante. Donc, de prendre ce temps de dire, voilà, s'il y a une grand-mère dans les parages, de la donner aux grand-mères, mais pendant ce temps, travailler sur elle, aller consulter, vraiment ne pas se laisser aller. Voilà, c'est ça le message que je veux faire passer, c'est ne pas se laisser aller pour que quand les enfants reviennent, on soit apte à leur donner ce dont ils ont besoin. Parce que là, à ce moment-là, il faut se dire une chose, c'est que quand la mère, elle est complètement perdue et qu'elle est mal avec elle-même et que le père est absent physiquement aussi, en fait, la mère, elle est peut-être là physiquement, mais moralement, elle ne l'est pas. C'est des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est dangereux, les enfants livrés à eux-mêmes, c'est des êtres fragiles. Donc il faut à tout prix prendre sa responsabilité et se dire, bon, je suis mère maintenant, je ne suis pas que sa femme, je dois absolument me faire aider, ne pas rester comme ça. J'ai pas le droit, ne serait-ce que par mes enfants. Myriam, il se pose le problème quand même que ce sont des gosses qu'elle a eus avec ce pervers narcissique et que bien souvent, elle se demande si elle doit agir contre lui, même légalement, en faisant appel à la police ou en portant plainte. Mais il y a les enfants au milieu. Comment leur expliquer? Puisque le papa manipule, la maman, il manipule également les enfants. D'ailleurs, ces enfants adorent leur père, bien souvent. Même quand ils ne sont pas bien traités, on dit qu'un enfant adore même son bourreau. Et donc, ils disent, non, tu ne vas pas faire du mal à papa. Et la mère ne sait plus quoi faire parce qu'en fin de compte, elle ne peut pas porter plainte. Elle ne peut pas se plaindre à d'autres gens qui peuvent peut-être aller voir le père et le raisonner, voir souvent il y a des conflits. Donc on est entre deux. Moi je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Regarde, ce qu'il y a, c'est que la mère, effectivement, elle est complètement perdue parce qu'en fait, elle est dans un dilemme. Elle se dit, je ne veux pas faire du mal à mes enfants. Et là, c'est leur père. Donc si j'enlève le père ou si je fais une démarche pour me séparer du père, je vais causer du tort. En réalité, il faut qu'elle comprenne une chose. La maman, dans l'histoire, c'est elle qui a le plus la tête sur les épaules, c'est elle la personne la plus saine du couple.
Enfin, si c'est un vrai diagnostic, encore une fois, hein, ça c'est délicat s'il n'y a pas eu de diagnostic, mais si vraiment il y a eu, je sais pas, violence verbale, c'est pas une maladie reconnue, mais enfin, si le pervers narcissique est tel qu'on l'a décrit, à ce moment-là, on a des enfants en commun. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à l'avenir, le père en garde à vue, c'est quand même très délicat. Non, bien sûr, c'est délicat. Mais il faut savoir une chose, voilà. C'est que la mère, c'est elle qui a l'esprit sain. Les enfants sont des enfants, ils ne peuvent pas, même s'ils disent « j'aime mon père », bien sûr, ils disent vrai, mais ils ne peuvent pas savoir et se rendre compte que c'est quelqu'un de dangereux. Parce que c'est quelqu'un de dangereux. Donc effectivement, les séparer, c'est peut-être la meilleure des choses. Bien que j'ai jamais l'habitude, j'encourage jamais Chas Shalom en divorce ou quoi que ce soit. Mais si la personne est dangereuse, c'est comme, je sais pas, mais on verrait un meurtrier. Mais c'est son père. Oui, mais toi, tu es un adulte, tu sais qu'il est meurtrier, donc c'est dangereux pour mon enfant, je le sépare, même si c'est douloureux, je ne veux pas qu'il y ait une influence néfaste. D'accord, mais là c'est dangereux pour la mère. Est-ce qu'on doit faire appel à la police sans hésiter? S'il y a violence physique, parce qu'il y a souvent dans ce cas, puisqu'il est tellement assoiffé de pouvoir, voilà, qu'il s'en prend aussi physiquement aux personnes. Donc s'il y a violence physique, évidemment qu'il faut faire appel à la police. S'il y a violence verbale et que ça se répète, que c'est, je veux dire, constant aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire en tout cas appel à l'aide, quoi. On ne peut pas rester comme ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup de violence physique, là on est clair, et puis violence, on va dire morale, on n'en parle pas autant, où on se dit bon, parce que ça laisse pas de traces quelque part. Mais en réalité, les traces sont encore beaucoup plus profondes, je dirais. Mais elles ne se voient pas physiquement, donc on peut se leurrer, on peut se faire avoir finalement. D'accord. Sarah me disait hier, je lui demandais comment est-ce qu'on s'en sort finalement, comment on arrive à se détacher de ce personnage. Et elle m'a dit, écoute, au bout d'1 an, j'ai pris mon courage à 2 mains, je me suis trouvé avec lui dans une rue sombre, la nuit. J'étais pourtant seul et je lui ai dit, au péril de ma vie, c'est terminé. Il a manqué de la frapper puisqu'elle a pu se pousser à la dernière seconde. Mais elle nous dit, il faut absolument arriver à se vaincre et à dire à cette personne, écoute, c'est terminé. Bien qu'il va y avoir des souffrances après parce qu'il y a toujours ce manque, ça va être le fruit de mois et voire peut-être de longs mois de souffrance. Mais il faut arriver à dire cette phrase. Mais comment arriver finalement à arrêter, à prendre son courage à 2 mains? Parce qu'on ne sait pas vraiment y faire. Alors déjà, c'est très bien, encore une fois, qu'elle ait fait. Mais alors, pas faire ça dans une rue sombre, pas la nuit non plus, et pas seule. Toujours, et choisir un endroit où on sait qu'il y a des gens, parce qu'on ne peut pas prévoir les réactions. Ou par le téléphone même. Ouais. Mais on ne peut pas prévoir les réactions, donc faut se méfier. Maintenant, tu m'as dit faut se vaincre. C'est une très belle phrase, c'est vrai. Il faut se vaincre, il faut arriver, parce que c'est une guerre intérieure qui se produit. Est-ce que je dois ou est-ce que je ne dois pas? Et il faut savoir une chose, une relation saine. Il y a 80% de bonnes choses qui s'y passent, on est bien à 80% et 20%, on ne peut pas espérer non plus que ce soit parfait, on est là pour travailler, d'accord? Mais si c'est l'inverse, si on voit qu'on a 80% de mauvaises relations, de malheur dans cette relation, on a compris, il faut se séparer, on ne peut pas. Ça doit être un rapport 80-20, mais avec le 20% de moins bon. Tout en précisant bien sûr que ce n'est pas parce qu'on a des soucis avec son mari que 80% de la relation est mauvaise, que le type est un pervers narcissique. Exactement, voilà. On peut très bien divorcer. Il ne faut pas plonger là-dessus, voilà, exactement. Il y a d'autres motifs. Donc, mais alors le problème, c'est pas une maladie reconnue, comment détecter, c'est vraiment... Alors, on va suivre bien sûr par rapport aux éléments que tu nous as donnés en début d'émission. Donc la manipulation, le besoin d'exister, vouloir monter sur l'autre, pouvoir savoir rabaisser l'autre, savoir sourire quand il le faut et être cruel à d'autres moments. Tout ça sont des signes avant-coureurs. Et donc, et la culpabilisation aussi, ce que j'en ai pas parlé, je m'excuse, je vais quand même dire un petit mot là-dessus. Le chantage affectif. Voilà, et toujours culpabiliser l'autre, et lui n'a aucun tort. C'est toujours l'autre qui a tous les torts, lui c'est le déni total. D'accord? Donc c'est important aussi parce que du coup au départ la personne peut marcher dans ce terrain, oui alors c'est vrai, elle se remet en question, mais au bout d'un moment il faut se poser la question, on est deux dans la relation, donc essayer de remettre les choses en place, parce que comme je t'ai dit, ils sont très forts, donc après on ne sait plus du tout où se positionner. Donc quand on va arriver à briser la glace et qu'on va lui annoncer c'est terminé, va arriver quand même ce moment de manque. Voilà, c'est normal. Et donc il faut impérativement se faire suivre. À ce moment-là, il ne faut surtout pas rester seul parce qu'on peut replonger. Exactement. En général, ce type-là devient... il devient collant. Il ne supporte pas. C'est du harcèlement continuel, c'est des coups de fil, c'est des SMS. Voilà. Même quand on ne répond pas à son numéro, il utilise un autre téléphone, il rentre par la fenêtre. Et donc là,
on peut très vite rebasculer, retomber dans le cauchemar. Comment tenir à ce moment-là même, en attendant de voir ce spécialiste, qu'est-ce qu'il faut se dire dans son fort intérieur? Je tiens bon, je vais y arriver. Est-ce qu'il faut sortir, pas sortir? Parce qu'on n'arrive plus à sortir dans cette relation. On risque d'y croire. On ne sortait plus, on ne mangeait plus. Elle était tombée dans l'anorexie d'ailleurs, Sarah. On grossit, enfin on n'est plus soi-même. On n'est plus nous-mêmes, voilà. Et donc on n'a plus de repères. Qu'est-ce qu'on fait là à ce moment-là pour gérer l'après? Ouais, pour gérer l'après d'abord, il faut s'armer de courage, comme on a dit, et surtout se dire que c'est malsain pour nous. Il faut regarder en arrière et revoir les scènes, parce que souvent aussi elles ont tendance à oublier les mauvaises scènes, à pardonner trop vite. Donc il faut absolument les revoir. S'il y a une amie ou quelqu'un à qui on a pu se confier, si on a eu cette chance de pouvoir se confier, qu'elle nous rappelle sans arrêt, regarde ce qu'il t'a dit, regarde ce qu'il t'a fait, rappelle-toi ce jour-là ce qu'il t'a fait, pour vraiment se dire ah non, je peux pas y croire. Parce que, encore une fois, quand il va comprendre que c'est terminé, il va pas supporter. Donc il va faire jouer son charme aussi. Mais je t'assure, tu as raison maintenant, j'ai compris. Il va se remettre à pleurer. Voilà, il va se mettre à pleurer, il va faire jouer la corde sensible. Et donc il va falloir être très forte pour dire je n'y crois pas, vraiment, ou même si j'ai envie d'y croire, je me l'interdis. Mais à ce moment-là, je mérite mieux. Hein, mais là, elle se dit mais je l'aime, et comment je vais vivre sans lui? Est-ce qu'il y a un après? Et là, on va il y a un après, et il y a des relations saines qui existent, et on peut construire une relation saine. On n'a pas besoin d'être dans la dépendance affective pour être heureux en couple. Parce qu'il y a ce piège de croire qu'il faut qu'on soit comme ça, la passion, tu sais, en plus on nous vend ça dans les films, il faut qu'on soit passionné avec lui, je l'étais. Oui, non, mais tu l'étais, mais en même temps, un jour sur deux, tu avais envie de te pendre. Donc, c'était pas le bonheur absolu non plus. Donc, c'est à ça qu'il faut remonter. Il faut remonter le passé sans arrêt, se dire attends, rappelle-toi, il peut être un monstre. Là, il est un ange, mais il a été un monstre et il peut l'être une heure après avoir été un ange. Voilà, un travail sur soi. Alors, une fois qu'on s'en est sorti, qu'on a pu voir ces spécialistes, qu'on a été entouré, ou si on n'a pas eu la chance d'être entouré, en tous les cas, on a travaillé sur soi et on s'est dit écoute, il y a effectivement une vie après et on peut se reconstruire. Souviens-toi du mal qu'il t'a fait. Mais alors après, comment se reconstruire? Parce que il n'est pas possible, je pense, de rencontrer quelqu'un après une relation comme ça. Je pense qu'il faut quand même quelques mois ou voire peut-être un an. Alors le temps, je ne peux pas te dire en temps, mais c'est vrai qu'il faut quelques mois. Tout dépend de la relation et des souffrances. Mais comment ensuite? Il faut se retravailler. Voilà. En fait, c'est quoi le travail qui va consister maintenant? C'est recroire en soi, la confiance en soi, se rebâtir intérieurement en fait. C'est vraiment comme l'image d'une maison qui avait mis du temps à se construire et puis d'un coup quelqu'un est venu et a tapé à chaque étage sur les fenêtres, sur toute la décoration, sur tous les murs. Donc maintenant il va falloir repeindre, il va falloir appeler un rénovateur et travailler en profondeur. Et c'est vrai, ça laisse des blessures parce qu'après on a peur de l'autre. Dès qu'on va rencontrer une nouvelle relation, on va se dire est-ce que vraiment je peux lui faire confiance? Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui réagit sainement? Est-ce qu'il ne va pas vouloir me faire du mal au bout d'un moment? Il y a des séquelles. Voilà, c'est des séquelles. Est-ce qu'il ne va pas me faire du mal et est-ce que je mérite qu'on me fasse du bien? Parce qu'on arrive à un stade où on n'a plus confiance en nous. Qu'est-ce que ça veut dire quand on n'a plus confiance en nous? C'est qu'on n'a plus d'estime, donc on se dit je ne mérite pas. Parce que l'autre nous a rabaissé sans arrêt, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne sais rien faire, tu ne sers à rien. Donc du coup, d'ailleurs on était toujours en train d'essayer de prouver que oui on pouvait, que oui on était, qu'on valait quelque chose. D'accord, et ces femmes-là en général, après la fin de cette relation, font entre guillemets les 400 coups. Donc elles vont coucher avec tout le monde. Non, parce qu'elles sont en manque d'amour. En fait. Alors, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est normal? On va pas parler du côté halakha. Non, pas du tout. Voilà, oui, c'est une réaction qui se justifie d'aller sortir et de faire les 400 coups et de coucher avec le premier venu? Alors, il faut savoir qu'elles ne le font pas de gaieté de cœur. Si elles font ça, c'est simplement qu'elles ont besoin d'affection. Encore une fois, c'est dans une dépendance affective. C'était le haut, le bas. Maintenant, elles sont en manque d'affection, complètement déboussolées, et elles ont besoin d'amour, tout simplement. Alors du coup, on les prend plus pour des filles sérieuses après, voilà, et du coup, et en plus, comme elles ont plus confiance en elles, alors elles cherchent, dès qu'on va lui faire un sourire, un petit compliment, elles vont craquer, parce qu'elles sont fragiles. Elles ont été cassées de l'intérieur, donc elles sont très sensibles à un petit mot gentil. Et malheureusement, les hommes sont pour avoir ce qu'ils veulent, ils vont facilement. Tu vois, donc c'est pas du tout, il faut pas leur lancer la pierre ou dire que c'est des filles faciles, ou c'est simplement qu'à ce moment-là de leur vie, elles sont fragiles. Oui, d'ailleurs ça dure une certaine période. Hein. Il y en a qui m'ont dit j'ai fait les 400 coups pendant 3 mois ou pendant 6 mois ou pendant 1 an et ensuite je me suis calmée. Voilà, parce qu'aussi il y a une chose, c'est qu'elles ont envie d'exister. Jusqu'à maintenant, on les a étouffées, emprisonnées. Donc maintenant,
je sors, je vis, ça y est, maintenant j'ai le droit d'être, tu vois. Donc elles vont aller dans l'extrême inverse. Et oui à la liberté, quoi. Voilà, tout est permis. Mais alors, ensuite, moi je trouve que, alors c'est légitime, hein, parce qu'elle sort d'une relation très douloureuse et très compliquée, avec des personnages qui sont vraiment très très cruels, mais moi j'aimerais leur dire, ne faites pas payer l'addition au suivant. Ouais, alors c'est bien facile à dire, mais souvent elles font payer l'addition, elles deviennent elles-mêmes parfois elles génèrent dures, ce sentiment. cruelles, elles paraissent froides, elles font payer, mais je trouve que moi, alors dans ma position même, je me dis, j'arrive chez cette femme à qui je n'ai rien fait, pourquoi dois-je payer une addition? Parce qu'après, il y a comme une croyance qui se crée, tous les hommes sont mauvais, tu vois. Ou encore une fois, on a parlé au féminin, ça peut être au masculin, toutes les femmes sont mauvaises. Et puis en fait, on réagit comme ça par peur. C'est exactement comme, imagine un petit animal, on lui a tapé. On l'a tapé, on n'a pas arrêté de le taper. Puis après, il y a un vétérinaire qui arrive ou je sais pas, quelqu'un qui prend sa garde et qui lui donne de l'affection, qui le couvre. Mais au départ, il veut pas. Il se recroqueville sur lui-même et toi, tu veux le soigner. Mais lui, il a plein de blessures ouvertes. Donc tu veux essayer de... Mais dès que tu t'approches, l'animal, il se recroqueville et il veut pas. Et puis même, qu'est-ce qu'il fait? Il te mord. Il veut te griffer, il veut... Mais en fait, c'est une réaction de peur. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes? Ne faites pas ça. Bon, c'est facile. Non, mais... c'est facile. Non, mais tout simplement, c'est pas dire, c'est soigner ses blessures. Parce qu'effectivement, de toute façon, quelque part, elles ont raison de se méfier. On ne sait pas sur qui on tombe dans la vie. Alors, faire complètement son deuil, mais il y a aussi des gentils garçons ensuite qui arrivent ensuite. Exactement. C'est le vrai mazal. C'est pour ça qu'il faut se faire aider, parce qu'après, on est capable de, on a pensé nos blessures, et quand on voit quelqu'un d'autre, on est beaucoup moins méfiant. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah maintenant, je suis peut-être capable d'enchaîner une relation. Je vais pas tout de suite plonger à cœurs ouverts dans la relation, mais on va en discuter. Je vais essayer de voir qui j'ai en face de moi et je vais lui donner du crédit. Peut-être qu'il faut être aussi accompagné psychologiquement pour pouvoir reconstruire et aborder une nouvelle relation. Tout à fait, puisque quand physiquement on a été battu, le premier réflexe? On va voir un médecin. Si ça a été profond, pas profond, on va faire des radios, on va mettre un plâtre. Physiquement, on le fait parce que ça se voit encore une fois et ça fait mal physiquement. Mais quand c'est moral, c'est vraiment dommage. Parfois, j'entends « Ah non, mais je vais pas avoir un psy, je suis pas folle. » Mais ça n'a rien à voir avec une folie, ça a à voir avec une blessure qu'on a besoin de soigner, exactement comme on fait physiquement. On doit le faire moralement. Parce que malheureusement, les blessures morales laissent des traces, mais c'est-à-dire que ça se répercute même sur nos enfants, donc je dirais presque éternellement. Quand nous on est blessés, on blesse nos enfants qui blesseront les autres, enfin c'est un cercle qui n'en finit pas. Je pense que quand on a été touché par un pervers narcissique, ça reste toute la vie. Sarah me disait hier, après le tournage, je lui dis mais écoute, tu te sens mieux maintenant, parce que c'est vrai qu'elle a eu, elle s'est mariée, elle a eu une petite fille il y a quelques semaines, on lui dit Mazel Tov, mais elle me dit tu sais au fond j'y repense toujours, je crois que je vivrai toujours avec ça. Est-ce qu'on en guérit en fin de compte? Faut que peut-être, parce qu'en réalité les sentiments ne connaissent pas le temps. Donc même si on s'est blessé il y a 10 ans, en fait, comme si, 10 ans après tu l'as encore. Donc tant que tu n'as pas refermé la blessure, que tu n'as pas fait un travail thérapeutique, ça restera ouvert et douloureux. D'accord, elles aiment toujours ce type, parce qu'elle me dit non mais moi je l'aime plus, mais ça m'arrive quand même d'y penser. Donc c'est plus de l'amour, c'est quoi? C'est de la colère, de la déception ou encore peut-être un fond d'amour? C'est peut-être un fond d'amour, c'est peut-être même pas de l'amour, non je dirais pas ça, un fantasme. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on est marié, qu'on est dans la réalité, on est dans une relation saine, effectivement, c'est peut-être pas la passion. Parce que pour construire un mariage, pour construire une relation, on n'est pas dans la passion, on est dans la construction. Et par moments, c'est vrai, c'est pas aussi exaltant. Donc on va se remettre à penser aux moments passionnants qu'on a eu avec l'autre personne qui nous a quand même fait du mal. Mais on oublie, on idéalise parfois aussi. Donc c'est important de remettre les choses, encore une fois, à leur place. Bon, dans ce cas, elle a quand même vu qu'il lui a fait énormément de mal et que ça s'est mal passé. Mais elle peut se dire inconsciemment, il y avait quand même des moments passionnants, ou, tu vois, c'est un fantasme. Il y avait du bon. Il y avait du bon, voilà. Et elle pense à ce bon. Et tu sais qu'avec le temps, on oublie les mauvais souvenirs aussi. On a cette tendance. Donc il faut se dire, ce n'est qu'un fantasme. C'est pas du tout du réel. Et en réalité, je suis bien heureuse. Bon, elle le sait consciemment quand même qu'elle est heureuse avec son mari, je suis sûre, plus qu'elle ne l'a été avec lui. Mais il faut qu'elle s'empêche de fantasmer quelque part. D'accord. J'aimerais maintenant qu'on passe de l'autre côté, bien sûr, et qu'on se mette... qu'on puisse parler à ces pervers narcissiques. Moi, j'aimerais qu'on puisse s'adresser à ces personnes aujourd'hui et leur dire qu'est-ce qu'on pourrait en fait... Leur dire, parce qu'il y en a qui vont regarder cette émission soit seuls, parce qu'ils vont tomber dessus, soit peut-être avec leur compagne ou leur femme qui vont les convaincre.
Je ne le sais pas. À mon avis, ils vont plutôt les empêcher de voir l'émission, mais j'espère qu'elles tomberont quand même dessus. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces hommes-là? Faites-vous aider Ouais, c'est important parce que c'est des gens malades. Est-ce qu'ils peuvent guérir, pas guérir? Oui, on peut. À partir du moment où on veut guérir, on peut guérir. Voilà. Maintenant, il faut avoir conscience de son problème. Il faut avoir conscience du mal qu'on cause autour de nous. Il faut avoir conscience du mal même qu'on se fait à soi-même en premier lieu. Si on réagit comme ça, c'est que finalement, tout au fond, on n'a pas tant d'estime de nous que ça. Et qu'on a une structure mentale, un schéma intérieur inversé. C'est-à-dire qu'on croit que pour être aimé, on doit rabaisser l'autre. Alors que c'est tout à fait l'inverse. Pour être aimé, il faut donner de l'amour, il faut valoriser et ça reviendra comme un boomerang. Donc il faut remettre le schéma à l'endroit. Donc il faut une prise de conscience. Et je dirais qu'en réalité, je suis sûre que ces gens-là ne le font pas exprès. C'est encore une fois eux-mêmes, ils ont dû énormément souffrir dans leur enfance. Eux-mêmes, ils ont dû accuser énormément de coups. Et du coup, ils reproduisent un schéma. Même celui des parents, parfois. Bien sûr, même celui des parents, bien sûr. Donc, se dire, je veux arrêter moi aussi de faire du mal autour de moi, je veux arrêter de me faire du mal et je voudrais apprendre à aimer de façon saine. Voilà. D'accord, donc c'est tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut dire. Ouais. On peut, parce que finalement, alors, on peut guérir de cela. Voilà. Oui, on peut, bien sûr qu'on peut guérir de cela. Je pense que si les hommes traitaient le problème en amont, ou alors les femmes qui sont perverses narcissiques, traitaient le problème en amont, eh bien, il n'y aurait plus ce genre de rapport, et il y aurait moins de personnes détruites, et je pense qu'on y gagnerait plus. Je tenais à souligner bien évidemment que les pervers narcissiques, c'est à tous les âges, que même lorsque l'on est une femme qui a du caractère, on peut être brisé par un pervers narcissique. Et je tenais également à dire, à souligner encore une fois qu'il n'est pas question de jeter la pierre sur les hommes, car il y a énormément d'hommes qui souffrent aussi de femmes cruelles, qui les rabaissent. Je m'adresse d'ailleurs à ces femmes, mesdames, vraiment, c'est vraiment pas malin de faire des choses pareilles. J'ai eu écho d'ailleurs d'un monsieur qui est dominé régulièrement et à qui son épouse a dit viens ici et tu te tais devant tout le monde à la synagogue. Je trouve vraiment ça pitoyable, lamentable. Vous me faites honte. Voilà, il faut dire les choses clairement, hein. C'est ça aussi la réalité des choses. Moi j'aime bien pouvoir dire des choses aux personnes, voilà, des choses que je pense. Myriam, merci beaucoup d'être venue jusqu'à Natania, où nous allons prendre un petit café en terrasse. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à là. Myriam Ben-Simon, que vous pouvez bien évidemment retrouver sur Jérusalem, et elle se déplace également dans tout Israël via les coordonnées qui vont s'afficher juste en dessous l'écran. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochaine émission, écoutez, je ne sais pas, on verra bien le sujet, toujours des surprises sur sarfati.com. Merci beaucoup de votre fidélité, vidéo à partager partout, parce que c'est vraiment capital pour beaucoup de couples. À très bientôt, à très vite sur sarfati.com, à très vite sur La Légende. Ciao!